Alors, ce que je vous propose, on a 1 heure, c'est de faire. Je vais vous dérouler un tout petit peu le truc quand même, parce que je l'ai préparé, donc quand même. Mais, qu'on parte vite sur une démo et qu'on passe plus de temps sur les questions-réponses, sur voir ce que ça fait. Bon, c'est ce que j'ai prévu de faire, hein, de toute façon, mais voilà, qu'on le fasse un peu plus de manière interactive. Alors, on est à 24h20. Donc, je suis Pascal Rucbuch de M80. Je suis directeur technique et accessoirement le fondateur. Et on est indépendant, on est français, je suis basé à Lyon. On est éditeur de logiciels dans des logiciels système. Et il y a 2 logiciels. Donc, système, ça veut dire à destination des services informatiques. Donc, on ne fait pas de compta, de paye, tout ça. Et on a 2 produits. D'ailleurs, si je le branche, c'est mieux. On a 2 produits. Flash4Write, dont le but est d'utiliser les fonctionnalités de snapshot, de flash copy pour créer des clones. Ça utilise des bêtes disques. Pourquoi ça ne rentre pas? Pour créer, ça nécessite une bête disque, donc flash system, DS8000, SVC, etc. Et ça va faire des snapshots, et on veut, à partir de ce snapshot, on a une copie de la base de données qui est instantanée. On peut brancher cette copie sur une autre partition et faire des sauvegardes, faire une save 21 tous les jours, sans jamais arrêter la prod, par exemple. Donc, il faut venir cet après-midi à la présentation ou bien nous appeler si on veut, pour avoir d'autres informations. Et puis, Control4i, qui est le but d'aujourd'hui, de ce matin, c'est d'ajouter de la surveillance de l'infrastructure, d'inclure la surveillance de l'IBMI dans la surveillance globale, dans les outils de surveillance globale comme Zabbix, par exemple. Donc, on a 11 ans d'existence dans 26 pays. On est en train de conquérir le monde et nos produits sont installés. Il faudra que j'actualise sur pas loin de 1800 partitions maintenant en tout pour les 2 produits. Allez, contrôle. Donc, rapidement, grosso modo, il y a plein de sociétés qui ont déjà plein d'outils pour surveiller à peu près tout. Alors, même si on n'en est pas à ce niveau-là, voilà, c'est un peu caricatural, mais il y en a. Et il y a très souvent des tas d'outils qui sont utilisés pour surveiller. Et voilà, quand ça a décidé de merder. Allons-y. Parmi les outils, il y a Nagios, qui est grosso modo le plus connu, le père un petit peu de tout ça. Mais il y en a d'autres. Nagios, c'est sous Linux, il y a PRTG sous Windows. Il y a, je crois que je ne sais plus ce que c'est celui-là. Il y a du Zabbix. Il y a du Zabbix, du CheckMK, du SolarWinds, du Signa. Enfin, il y en a plein. Alors, il y a des produits qui sont fermés. Là, on ne peut pas y aller, c'est fermé. Voilà, il faut rentrer dedans pour donc Tango 04 ou je ne sais plus comment il s'appelle. Ça a été racheté par Precisely maintenant. Je ne sais plus comment. Alcyon. C'est ex-Tango 04. Ça, c'est plus ou moins fermé. Mais tous les produits qui sont ouverts, c'est possible d'utiliser Control4i avec et d'aller surveiller l'IBMI. Alors, on ne surveille pas l'IBMI avec ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne surveille pas l'IBMI? Probablement parce qu'il y a encore plein de gens qui le voient comme ça, l'IBMI. Et je blague pas, normal. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a plein de trucs graphiques, etc., et que la plupart des applicatifs, des vrais applicatifs, sont en version graphique, modernisée, etc. On en parle beaucoup. Et qu'il y a des roadmaps avec des évolutions, etc. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne surveille pas avec ces outils d'entreprise? Il y a quelques bonnes raisons. D'abord, c'est un serveur très stable. Les administrateurs sont très compétents et donc toujours disponibles, impliqués dans leur machine. Et même parfois, il n'y a même pas d'administrateur. Il y a juste quelqu'un qui change les mots de passe et met la cartouche pour la sauvegarde du jeu. Mais quelquefois, il y a des petits couacs. Et que ces petits couacs-là, ils peuvent poser des problèmes. Donc, c'est bien quand même d'aller faire un minimum de surveillance. Donc, c'est quand même dommage d'avoir des gros produits, d'avoir quelquefois des équipes complètes qui surveillent tout ce qui est l'adresse IP, mais pas l'IBMI. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Les autres raisons, là, elles sont un peu moins glorieuses quand même. La première, c'est souvent que les gens qui font de la surveillance informatique, en général, ils viennent du monde open. Donc, ils connaissent Windows, ils connaissent Linux ou Unix,
et ils savent, et il y a tous les outils, et dans Nagios et tous les outils de ce type-là, il y a tout ce qu'il faut pour aller surveiller tous ces machins-là. Et c'est facile, puisque c'est le même monde. L'IBMI, ça reste quelque chose à part. C'est une autre aile du bâtiment, et il n'y a pas de porte entre les deux. Donc, on ne discute pas. Un peu dommage. Non, mais on ne parle pas le même langage, hein, c'est clair. Il y a des plugins qui existent, qui permettent de superviser l'IBMI. Mais pour Nagios, hein, quand je dis Nagios, c'est vous traduisez Nagios Linux, Nagios Zabbix, CheckMK, Isinga, Shinken, il y en a plein. Puis il y en a sur Windows avec PRTG, SolarWind, puis il y en a quelques autres. Donc il y a des plugins qui existent, mais avec une syntaxe Linux. Et autant les gens de l'open ne comprennent pas qu'on puisse encore utiliser un écran noir et vert avec des commandes F4, autant nous, une syntaxe Linux, non. Je ne sais pas vous, mais moi je déteste. Avec une logique Linux, pas facile à tester parce qu'il faut se connecter sur un Linux pour le tester. Donc voilà. Et puis ça ressemble à ça. Donc, ça, ce sont les plugins qui sont fournis par IBM. IBM avait un truc pour surveiller l'IBMI. C'était sur leur site. Depuis l'année passée, ils ont arrêté le support. Et sur le site d'IBM, enfin sur le GitHub de ce truc-là, il y a marqué en clair, on a arrêté le support, vous pouvez contacter deux boîtes, une boîte aux États-Unis et M81. Si ça, c'est pas de la référence, excusez-moi. Bon, ça ressemble à ça quand même, et quand on doit se connecter sur un Linux en PuTTY, taper ce machin-là avec -grand M, ActiveJob, -grand W, etc., là, on se dit, non. Du coup, c'est comme ça qu'on a créé Control4i. L'idée, c'est bien celle-là, c'est d'utiliser les logiciels installés, il y en a plein d'autres, et sur ces logiciels installés, d'activer un plugin, un seul et unique plugin, donc on y va une seule fois sur le Linux pour faire l'installation, et de ce contrôle, d'utiliser des commandes IBMI. Avec les commandes IBMI, tout administrateur IBMI qui se respecte sait taper des commandes, sait faire F4, sait lire, alors pas la doc, parce qu'il n'y a pas l'aide, mais c'est du explicite en fait. Explicite, et je vais vous le montrer. J'ai juste une question, excuse-moi. Ça veut dire que tous ces outils qui existent aujourd'hui, les Nagios et tous ces amis, en fait, ils remontent les informations à Control4i, ou c'est Control4i qui va aller chercher les informations. C'est le contraire. Je vais te montrer après comment ça marche. Je vais faire un exemple. Et c'est le contraire. En fait, ceux-là sont autonomes et ils ont tout. Et ils ont tout le paramétrage. Tu leur donnes une adresse IP, tu leur dis je veux surveiller l'espace disque, les travaux, les tâches, les machins, etc. Et c'est eux qui étudient. Ça, c'est de 7h à 18h. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est pour 24h sur 24. C'est eux qui vont, toutes les X minutes, aller chercher l'information, la ramener. Si c'est bon, c'est affiché en vert. Si c'est pas bon, ça s'affiche en rouge, ils envoient un email, ils créent un texte, ils préviennent, etc. C'est leur boulot. Okay. Donc, contrôle, il vient se mettre à l'intérieur. C'est un des contrôles, enfin 200 des contrôles parmi les autres. Donc voilà, hein, c'est facile à tester, facile à comprendre pour un administrateur IBMI, et il est possible d'adapter les programmes existants. Vous n'avez pas attendu pour faire vos propres contrôles, vos propres programmes. On peut très facilement, en moins d'une demi-heure, en faire des nouvelles sondes dans Nagios, enfin, dans Zabbix. Un mot sur les versions. Sa date de naissance, c'était en novembre 2016. Pour la première version plus ou moins officielle, il y avait des petits morceaux avant. Et la dernière date de septembre, là, c'est la 4.2. Et concernant les versions de l'IBMI, c'est le même produit, c'est le même save file. Il y a un seul save file qui est disponible sur notre site. Dès qu'on est client, on a un accès sur notre site et on peut télécharger le produit, la doc, etc. Et c'est un seul unique save file pour compatible 7.3, 7.4, 7.5 et puis normalement pour les autres aussi à venir. Si vous avez des partitions qui sont encore en 7.1, 7.2, il y a une version, c'est plus maintenu, mais c'est supporté, enfin c'est plus maintenu. Il n'y a plus d'évolution, mais c'est toujours supporté, c'est-à-dire que vous allez chercher cette version-là qui est disponible sur notre site et
on en fait le support, et s'il y a un bug, on le corrige. Par contre, il n'y aura pas d'évolution. Et par contre, si vous avez des vieux bourrins, là, on a des versions, et là, il n'y a plus de support. Payer la maintenance, il n'y a plus de support. Il n'y a plus d'évolution, on ne peut plus compiler dans ces versions-là. Mais on peut les surveiller. Et puis dans la version 4, il y a eu quelques nouveautés. Donc ça, c'est pour personne n'était là, mais au moins ça vous dira quelques informations de ce qu'il peut y avoir dans ce produit. La documentation a été pas mal revue. Il y a un helpdesk en ligne en se connectant là. Il y a un helpdesk avec quelques trucs et astuces, des problèmes habituels, comment les résoudre. Il y a eu plusieurs ajouts, ça, il y en a à chaque fois. Dans les premières versions, c'était entre Zabbix et la partition IBMI, c'était du non crypté. Et dans l'immense majorité des cas, c'est suffisant, c'est plus léger, etc. Et il n'y a pas de données si confidentielles que ça qui passent. Mais on a eu des demandes de plusieurs clients, donc maintenant on peut faire du cryptage. Donc c'est entièrement crypté sur le réseau. Il n'y a plus rien qui sera en clair. Même si, je le précise, il n'y a pas de mot de passe, de toute façon. Il n'y a aucun profil des mots de passe qui est utilisé là-dedans. Contrairement à d'autres plugins qui sont disponibles sur Internet. Module scénario, je vais y passer du temps tout à l'heure. Il y a un accès sécurisé au produit. Quelqu'un qui est officier de sécurité fait ce qu'il veut, mais ceux qui ne sont pas officiers de sécurité ne peuvent pas rentrer dans la config du produit, sauf à être inscrits dans des listes d'autorisation fournies. Il y a un nouveau module de rapport système, j'y passerai un peu de temps après, et puis nouveau format avec les licences. Et là, j'ai passé en mode démo. Alors, le mode démo, je vais devoir quitter ce truc-là. Le mode démo, je vais vous montrer un Centréon. Je n'ai pas de Zabbix. J'ai un Centréon et un PRTG, c'est un équivalent. C'est un équivalent, donc il y a des choses qui sont similaires. Je trouve que ça, c'est plus pratique à utiliser, plus facile, mais voilà, c'est similaire sur le principe. Donc là, j'ai un outil de supervision français qui est un équivalent de Nagios, un équivalent Zabbix, enfin, c'est très similaire. Dedans, on a quoi? On a des hosts. Un host, c'est un nom, une adresse IP. Et quand c'est marqué OK, ça veut dire que ça a répondu au ping. Et quand c'est marqué down, ça veut dire que ça n'a pas répondu au ping. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un ping pour aller chercher si la machine est là ou pas. Donc là, nous, c'est un environnement de démo et de test là-dedans. Hein, donc c'est normal qu'il y ait du rouge partout. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, si tout est bien géré. Et donc là, c'est un premier niveau. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Hein, ça, tout le monde sait faire. Donc avec ça, on sait que les partitions, parce que là, tout ça, ce sont des partitions IBMI. Il y a un Linux, c'est le serveur lui-même. Tout le reste, c'est de l'IBMI. Et puis, il y a des services. Et les services, ça correspond à ce qu'on veut contrôler à l'intérieur d'un host, à l'intérieur d'une partition. Alors, je vais détailler autrement. Là, je revois la liste de tous les hosts. Le but de cet outil-là, c'est de faire de la surveillance et de dire quand il y a un problème. Dire quand il y a un problème, donc on va d'abord montrer les problèmes, et uniquement les problèmes. Donc là, je vois bien que sur les hosts, il y en a 4 qui ne répondent pas. Mais je peux demander à tout voir. Donc là, c'est spécifique à ce produit-là, la façon de le faire, mais tous les produits monitoring ont à un moment quelque part où ils peuvent dire ça marche, ça marche pas. Donc là, ça concerne les hosts. Maintenant, si je vais voir le détail, là, ça peut être des services ici. Et dans les services, de la même façon, je ne vois que les problèmes, et puis je vais me limiter à une machine qui s'appelle prod, puisque c'est notre machine de démo. Et donc pour prod, voilà, j'ai tous ces problèmes-là. Celui-là, il est en warning, les autres en critique. Donc, je le sais. Je sais aussi que pour tous ces trucs-là, il y a normalement un email qui a été envoyé. Alors nous, on les a déconnectés là. La petite cloche barrée, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'email. Mais normalement, il y a un email qui a été envoyé. Donc ça, c'est le rôle du produit. C'est le rôle de Centréon. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de contrôle. Pour l'instant, j'ai parlé de Centréon. C'est le rôle de Centréon de
savoir quels sont les noms des machines ou en tout cas leur adresse IP, d'aller faire un ping toutes les minutes ou toutes les 5 minutes. C'est le rôle de saisir la liste des éléments que je veux récupérer et de dire je veux aller contrôler tel truc toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, une fois par jour. Voilà. Et de dire qu'est-ce que je fais quand il y a un problème. Soit je l'affiche et c'est tout, soit je l'affiche et j'envoie un email, ou j'envoie un texto, ou je déclenche quelque chose, etc. Donc ça, c'est le rôle de ce produit-là, de le faire. Et quand c'est pour ce qui est de l'IBMI, alors, et pour ça, il y a des tas de plugins qui sont livrés ou qu'on peut aller chercher. Et un plugin, c'est quoi? C'est un programme qu'on va installer côté Linux, pour Centrion, pour Zabbix, pour Nagios, côté Windows, PRTG, SolarWinds. Donc, c'est un programme qu'on installe côté Linux ou Windows, qui a les bons paramètres et les bons codes retour pour discuter avec ces produits-là, et que ce produit-là va appeler. Donc, il appelle le programme, il sait qu'il y a des paramètres, il passe des paramètres qui vont bien, et le programme, il se débrouille pour aller chercher l'information où il veut. Et quand il a l'information, il la met dans un certain format et il la donne au programme appelant, c'est-à-dire à Centrion, Nagios, Zabbix, ce qu'on veut. Voilà le mode de fonctionnement de ces outils-là. D'accord? Il y a l'outil, il y a les plugins qui, en général, il y en a beaucoup qui sont fournis par l'outil lui-même, mais qu'on peut aller trouver ailleurs, dont chez nous. Et le plugin en question, les plugins en question doivent répondre sous une certaine forme, le message, les informations à donner pour que l'outil de monitoring puisse faire son boulot, c'est-à-dire alerter. Alors maintenant, comment on fait quel est le lien avec Control for High? Le lien, c'est de dire, OK, il y a plein de programmes qui existent, plein de plugins qui existent et qui permettent d'aller surveiller plein de trucs sur du Windows, du Linux, des machines à café qui ont des adresses IP, etc. C'est important, une machine à café dans un service informatique. Et donc, il y a plein de trucs qui existent. Pour l'IBMI, il n'y a presque rien. Donc, nous, on fournit un plugin, un seul, qui aura 2 paramètres. Alors, il y a quelques variantes autour, hein, mais grosso modo, un plugin qui a 2 paramètres, l'adresse IP de la partition et la commande à appeler, la commande IBMI. Et c'est tout. Le plugin se charge, avec ça, de contacter la partition IBMI. Il y a un agent qui doit tourner, donc il y a un sous-système qui tourne. Il y a un agent qui tourne et qui attend. Dès qu'il reçoit ce truc-là, il prend la commande, il l'exécute, il récupère le message et il le renvoie en disant c'est bon ou c'est pas bon. Alors, je vais vous montrer comment ça se paramètre. Comment ça se paramètre? Là. C'est super agréable de faire une démo en français. Vous avez vu les pays dans lesquels on est là, c'est rare que ce soit en français. Et puis en live, en plus, c'est bien. J'ai mon serveur là, j'ai ma partition IBMI. Je connais la machine, je sais faire un Work Active Job, en parlant de ça. Si je fais un Work Active Job, voilà ce qui doit tourner. Un sous-système, il y a 2 travaux dedans, ça doit tourner en permanence. Ça consomme presque rien. Donc ça fait partie de l'installation. Ça nécessite très peu de puissance. Le produit est livré avec un menu, avec un certain nombre de choses dedans, et des commandes. Et on livre des commandes. Ce qu'il faut maintenant, et c'est le gros du boulot, c'est déterminer qu'est-ce qu'on veut surveiller. Alors, je vais prendre un exemple simple, et c'est là qu'on passe le plus de temps, hein, c'est qu'est-ce qu'on veut surveiller, et ensuite, comment je le surveille. Je vais prendre un exemple simple, je veux vérifier, ici, j'ai un sous-système qui s'appelle Flash4i, je ne vais pas prendre celui-là, puisqu'il est trop lié au produit, j'ai un sous-système qui s'appelle Flash4i. Dedans, il y a 4 travaux. Et je veux surveiller que ça, c'est toujours actif en permanence. Un truc basique. Je vais copier les 4 travaux. Maintenant, il me faut la commande pour aller contrôler ça. La commande, je la connais, c'est un CT CHK. Toutes nos commandes et tous nos objets commencent par CT, et CHK pour check. Toutes les commandes de contrôle commencent par ça. Après, il faut trouver l'extension. Et là, je veux surveiller un sous-système, SBS. Je la connais, je la tape, je vais vous montrer après où vous la retrouvez, monsieur. Là, je fais F4, du traditionnel. Quel est le nom du sous-système? Alors, c'est là qu'on a perdu déjà les gens qui travaillent sur Linux.
Mais c'est de bonne guerre, ils nous perdent dès qu'il faut tirer quelque chose. Donc le nom du sous-système, c'est FlashForAI. Rigole pas, toi. Le sous-système, c'est FlashForAI. Donc avec ça, je vais vérifier que le sous-système est actif. Déjà là, si je fais entrer, il me dit c'est bien, le sous-système est à l'état run. Traduisez, il est actif. Mais je vais en même temps surveiller les 4 travaux qui sont là. F9, F4. Et puis là, je peux indiquer la liste des travaux qui sont obligatoires. Okay. Je copie mes 4 travaux. Je peux en mettre 50. Et avec cette commande-là, je vais aller vérifier que tout est actif. Et là, il me dit, et tous les travaux demandés sont présents. Ben voilà, j'ai fait un contrôle. Maintenant, j'ai une commande qui me permet de faire un contrôle. Qu'est-ce qui se passe si je mets un nom de travail qui n'existe pas? Ben là, il va me dire, ah, attention, il manque un travail, et il manque ce travail-là. Ça, c'est le message qu'on va avoir côté Nagios, Zabbix, etc. Donc, c'est le message qu'on va avoir dans l'email qui sera envoyé ou dans le ticket qui sera créé. Et ça, ce sera le boulot de l'outil de monitoring. C'est plus le nôtre. Nous, ce qu'on a dit, c'est on est allé chercher l'information, on l'a donnée. Je vais remettre le bon nom de travail. Une fois que j'ai la commande et que je sais ce que je veux contrôler ou comment je veux le contrôler, vous remarquerez quand même que c'est une commande qui va vite, qui ne change rien, qui ne fait que contrôler. Donc, je peux la lancer autant de fois que je veux pour mettre les bons paramètres et la tester. Et quand j'ai vraiment les bons paramétrages, là, je fais un copier-coller, je fais un copier. Et maintenant, soit je maîtrise l'outil de monitoring et je le fais moi-même, soit je mets tous les contrôles dans une feuille Excel avec un nom et quelques renseignements et je donne ça à l'équipe qui s'en charge. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire moi-même. Ici, dans Centréon, c'est facile. Je viens en configuration des services par machine. Et là, j'ai la liste de tous les contrôles qui sont faits. Je vais pouvoir en ajouter un. Alors, donc, Power Week. Là, donc ça, c'est un nom que j'ai donné, hein, c'est tout bête. Ici, j'indique sur quel host je veux faire le contrôle. Là, je veux le faire juste sur un host qui s'appelle prod. Le template, c'est, en fait, il y a plein de paramètres dedans. Il y a tout ça, mais il y a aussi tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si je ne mets pas de template, je dois tout renseigner. Donc là, je vais choisir un modèle. Et là, je vais prendre le plus simple, c'est un générique custom. Donc, grâce à ce modèle-là, je n'ai pas à renseigner tous les renseignements. Il y a des valeurs par défaut. Et maintenant, j'arrive à la commande à utiliser. La commande à utiliser, en fait, c'est le plugin. C'est quel est le plugin, le programme de Linux ou Windows que je veux utiliser. Donc, le nôtre s'appelle Check Control for I, c'est celui-là. J'ai dit qu'il n'y en avait qu'un, vous voyez qu'il y en a plein, en fait. C'est plusieurs versions de toujours le même. Et donc, j'ai le nom du plugin à utiliser et j'ai un paramètre, l'adresse IP, il la connaît avec ça. Le deuxième, c'est la commande IBMI. Donc là, je fais CTRL-V. Et là, vous retrouvez la commande que j'avais tout à l'heure. Ces deux lignes-là, le check control for I et le paramètre ici, ce sont les deux seuls liens entre Centréon et control for I. Tout le reste, c'est du standard Centréon ici, ce sera du standard Zabbix, c'est du standard de l'outil de monitoring. Et donc, une équipe qui gère un outil de monitoring, ils ne seront pas paumés. Ils feront exactement la même chose que pour tout le reste. Nous, en tant qu'administrateur IBMI, on n'est pas paumés parce qu'on a juste cherché une commande IBMI qui nous allait bien pour aller chercher ce qu'on veut. Et donc là, voilà, après, vous voyez tous les paramètres. Bon, là, ce que je vous montre, encore une fois, c'est avec Centréon, c'est différent pour chaque produit. Okay, l'interface n'est pas la même, etc. Mais, et donc, la période, où est-ce qu'elle est ? La période, c'est 24 heures sur 24, ou bien aux horaires de travail, ou bien créer les horaires qu'on veut, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est du paramétrable, la fréquence, qu'est-ce qu'on fait, à qui on envoie les mails, etc. Donc, tout ça, c'est du standard Centréon, Zabbix, ce que vous voulez.
J'ai sauvegardé. Ça y est, ma définition est créée. Il y a une petite manipulation technique à faire pour dire j'ai changé la config, il faut que tu le prennes en compte. Vous voyez qu'ici, la config a changé. Donc, je dois dire que je vais exporter la configuration. C'est une petite manip technique à faire ici. Et voilà, c'était rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc là, j'ai fait ma modif. Et maintenant, je vais aller regarder le résultat. Et le résultat, sur la partition prod, je vais demander à tout voir. Et j'ai mon PowerWeek qui est ici, qui est pending, donc ça n'a pas encore tourné, le contrôle. Je vais le forcer, dire que je veux faire tourner maintenant, sinon la fréquence par défaut, c'est 5 minutes. Je ne veux pas attendre 5 minutes. Je force, et il est où? Ah, PowerWeek, il est là. Et je vais rafraîchir. Et il me l'a trié n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et PowerWeek, il est là. Et il est en rouge, Connection Failed. Ah, ah. Pourtant, qui est-ce qui a arrêté le sous-système? C'est actif au réseau ici. Pourquoi il s'est arrêté? C'est bien bonne celle-là. Ah, il est quelle heure? Midi, d'accord. Ah, c'est la pause déjeuner. Je fais des arrêts de temps en temps pour, ouais, pas encore midi, mais pour la machine, il est midi. Donc, et il y a un arrêt automatique tous les jours à midi pour machine de jeu. Hein. Ouais. Donc, je vous le trouve. Voilà, c'était end à 11h58. OK? Il va redémarrer automatiquement dans quelques minutes, mais voilà, je l'ai redémarré. Et là, je vais redéclencher celui qui m'intéresse. Les autres vont finir par tourner de toute façon. Bon, PowerWeek est là. Il est OK depuis 7 secondes. Et j'ai bien le même message que ce que j'avais tout à l'heure. Alors, je l'ai en anglais parce qu'il est installé de base en anglais. Oui, en français. La preuve, ça, c'est l'ID message. CTL 1017. Si je relance ma commande, ça, c'était celle avec une erreur. Ah! Et là, j'ai bien un CTL 1017. OK? Donc, vous voyez le cheminement. On est sur un outil de monitoring complètement standard. On ajoute un plugin, un paramètre, et ça va se connecter sur l'agent. La commande tourne côté IBMI, est rapatriée, enfin le message est rapatrié et c'est donné, et l'outil de monitoring, il fait son boulot. Il fait tout ce qu'il peut faire. Donc là, ça dépend de tous les outils qu'on peut faire. Là, c'était du on-off, ça marche ou ça ne marche pas. On peut surveiller l'espace disque. C'était check disque. Si on surveille l'espace disque, il y a des paramètres un petit peu différents. On peut dire que je veux une alerte warning si je suis à 80% et critique si je suis au-delà de 90%. Puis il y a d'autres points comme surveiller l'évolution de l'espace disque. Et là, dans mon message, j'ai le texte du message. Il y a un pipe ici, un trait vertical. Ce pipe, il est interprété par les outils de monitoring, comme Zabbix. Dans Zabbix, il faut faire un traitement à part, donc il faudra que vous me demandiez. Mais pour beaucoup d'autres, c'est complètement automatique. Ça, ce sont des données de performance, des données qui vont générer des graphes. Et ça se voit ici. Ça se voit en fait quand il y a des graphes ici. Donc, quand il y a des données, puisque quand c'est à 0 tout le temps, il n'y a pas de données, mais je vais avoir un ASP ici, voilà. Là, c'est la suite de l'ASP. C'est usable, pardon. L'espace disque, il est où? Là.
là, j'ai l'évolution de l'espace disque qui ne bouge pas beaucoup sur cette machine-là, l'évolution de la CPU qui bouge un peu. OK? Donc, voilà le lien entre l'outil de monitoring et l'IBMI. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fournit de plus? Il y a un menu, il y a quelques commandes de gestion, il y a surtout ces options-là. Dans ces options-là, ce sont des sous-menus qui donnent la liste de toutes les commandes. Et donc, le but, ce n'est pas de venir là pour les utiliser uniquement, parce que ça ne sert à rien. Hein. C'est une commande, on a tapé entrée, on a le résultat et c'est tout. Autant aller chercher l'information de base. Par contre, ça permet de se souvenir de la commande, de pouvoir la taper sans avoir ouvert la doc et de pouvoir avoir la bonne syntaxe pour faire un copier-coller après. Et donc, je vais vous le faire très rapidement là, mais on avait déjà vu les sous-systèmes et les travaux qui vont bien. Les travaux qui sont en message wait, en clair, tous les travaux pour lesquels qui attendent une réponse dans un message dans QSysOPR. Et donc, c'est ça qui permet de voir s'il y a des travaux plantés ou pas. Et qui va nous donner, voilà, on peut choisir tous les sous-systèmes ou ne choisir que QSPL et dans l'outil de monitoring, créer un truc message imprimante et on ne va que chercher les messages de QSPL, du sous-système QSPL. Et puis ensuite, on va mettre les autres sous-systèmes ici, soit étoile et en excluant QSPL, ou bien mettre compta paye et dans Zabbix, envoyer un message, envoyer un email ou une alerte aux gens qui gèrent l'applicatif. Et puis un autre, un troisième contrôle uniquement aux gens qui gèrent le système. En fait. Donc on peut vraiment séparer avec la même commande, on peut faire 3 contrôles différents. Sur les message waits, sur les log waits, sur les job queues. Sur les job queues, on a dit le nom de la ou des job queues qu'on veut manipuler ou de celles qu'on veut omettre si on a pris des noms génériques, de sélectionner les jobs, mettre des alertes en fonction du nombre de travaux qui sont dans la job queue, etc. Donc, il y a plein d'éléments qu'on peut manipuler là-dedans. Et la plupart de nos commandes, en fait, on fournit réellement 80 commandes et on annonce 200 contrôles, au moins 200 contrôles. C'est parce que dans chacune des commandes, il y a tellement de paramètres qu'on peut surveiller plein de trucs. Et on utilise les mêmes normes que nos concurrents, entre guillemets, que les autres, qui disent, si vous regardez dans Centréon, justement, ils ont un pack, ils appellent pack AS400 encore, c'est-à-dire, mais ils ont un pack AS400, dedans il y a un contrôle pour surveiller qu'un sous-système est actif, un contrôle pour surveiller qu'un sous-système est inactif, un contrôle pour surveiller qu'un travail est actif, un contrôle pour surveiller qu'un travail est inactif. Bah, c'est la commande que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Okay. C'est tout, une commande. Voilà, donc les job queues, la durée des travaux. Si vous avez des travaux d'édition de facture qui durent tout le temps moins d'une minute, ben voilà, s'il y en a un qui dure 2 minutes, vous avez une alerte. Quelques points système. Toutes ces commandes sont des commandes qui vont regarder maintenant quel est l'état. On aime bien regarder ce qui s'est passé la nuit. Et on peut faire un CT check batch et dire il y a le batch Toto qui tourne tous les jours et qui a tourné aujourd'hui à 1h et qui doit être terminé aujourd'hui à 1h30. Je vais vérifier que ce travail-là a bien tourné. Je fais tourner ce contrôle-là une seule fois le matin, ça ne sert à rien de le faire toutes les 5 minutes, hein, il va donner toujours le même résultat. Je fais tourner une seule fois le matin programmé dans Centréon, et quand j'arrive au matin à 7h, ou à 8h, 9h, j'ai tout mon écran qui est vert en disant tous mes batchs ont bien tourné. Et ils se sont bien terminés avec un code fin 0. D'accord? Voilà le genre de choses qu'on peut faire. On peut aller regarder les sauvegardes, vérifier que les sauvegardes ont bien tourné avec BRMS, sans BRMS, vérifier qu'il y a des volumes expirés pour faire les sauvegardes de la prochaine fois, la prochaine nuit. Donc, on va indiquer le nombre minimum, la classe de support si c'est du BRMS. On va aller vérifier la haute disponibilité, vérifier QuickEDD, Mimik, Cythera ou Maxava HA. Et puis, s'il y en a d'autres, on peut les développer et les ajouter. Ou vérifier qu'un journal remote est bien actif, donc que le remote journaling fonctionne bien, en fait. On
peut vérifier des points sur le réseau, les web services vus de l'intérieur, vérifier que les web services sont bien démarrés, en indiquant ce qu'on veut surveiller. On peut vérifier les dates de validité des certificats pour avoir une alerte s'ils arrivent à expiration avant, dans les 10 jours, par exemple, qu'on soit prévenu. Pareil, c'est un contrôle à faire une fois par jour, voire même une fois par semaine. Pas la peine de le lancer trop souvent. On peut aller vérifier des choses dans l'IFS, indiquer le nom d'un répertoire et dire qu'on veut vérifier que les fichiers qui sont là-dedans ont été créés il y a moins de 2 heures. Sinon, j'ai une alerte comme ça. Ils sont mis dans un répertoire EDI. Le serveur EDI vient les chercher toutes les heures. S'il y en a qui ont plus de 2 heures, c'est qu'il y a un problème avec l'extraction. Et puis, il y a des opérations système. Le WorkPRB, vérifier s'il y a des problèmes ou pas, des trucs sur les journaux, sur l'espace disque et la CPU, enfin voilà, il y a plein de trucs. Sur le logiciel M3, si vous avez M3, on va chercher de l'information dans le grid ou sur le serveur View ou dans la base de données de M3. Et si vous avez MQ Series, il y a des contrôles aussi sur MQ Series et la taille des files d'attente, etc. Ça, c'est ce qu'on propose en standard. Si vous avez des programmes qui existent, que vous voulez manipuler, que vous avez et qui sont plus ou moins spécifiques, eh bien, on fournit aussi des modèles, on fournit des exemples, et vous pouvez faire vos propres contrôles. Grosso modo, si vous avez un programme qui existe, qui dit oui, non, qui dit ça marche pas, eh bien, vous prenez ce CL-là, vous remplacez, ça c'est juste un exemple, vous remplacez le check OBJ qui est là, c'est un exemple qui va vérifier si un objet existe, vous remplacez le check OBJ qui est là par l'appel de votre programme. Votre programme répond oui ou non. Si c'est non, alors vous envoyez ce message-là en disant c'est une erreur. Si c'est oui, vous envoyez ce message-là qui dit tout va bien. Vous mettez le texte vous-même. Voilà, en quelques minutes, vous avez créé votre propre sonde, vous la mettez dans Zabbix et vous avez votre contrôle. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça dure moins de 2 ou 3 secondes. Et on a des solutions aussi, si vous avez des gros trucs et que vous voulez les regarder, on a des options qui permettent de le faire et d'intégrer ça dans un outil que vous aurez. Voilà pour la partie surveillance. Ça vous donne meilleur éclairage de ce qu'on peut faire? Non? Ça vous plaît pas? Si? Merci. Ouais, j'ai 2 questions en fait. Ouais. Ça concerne la partie des messages dans Q6OPR. J'ai eu le cas il y a quelques années, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. C'est que là, en fait, on a un programme qui va aller contrôler s'il y a un message en attente, alors qu'on pourrait très bien avoir un message à l'écoute. Dès que le message est généré, ça envoie justement une alerte pour dire il y a un message, et pas attendre le prochain contrôle qui est dans les 5 minutes, par exemple, ou c'est qu'au bout de 5 minutes qu'on va savoir qu'il y a un message qui est en attente, et ça fait 5 minutes qu'on attend. Oui. On peut. C'est pas la voie qu'on a choisie. Techniquement, je sais qu'on peut, ouais. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle ça a été fait comme ça, j'imagine. Alors, ce que tu dis là, ça a été fait comme ça parce que c'est une façon de développer aussi, ouais, c'est une façon de faire. Donc d'abord, dans tous les outils de monitoring, on peut changer la fréquence et mettre 1 minute. Ouais. Réagir en moins d'1 minute, il n'y a pas une énorme différence. D'accord. Le point de contention, c'est l'humain derrière qui va prendre en compte. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour faire ce que tu dis là, il faut quelque part bloquer la file d'attente de message. Ouais. Nous, on est complètement indépendants, il ne faut pas bloquer. Donc, le client peut avoir d'autres blocages, d'autres programmes qui tournent. Si on arrive chez des gens chez qui il y a déjà un blocage, il y a déjà une opération qui est plus importante que ça, on ne peut pas le faire. Et voilà, c'est deux explications. Elles valent ce qu'elles veulent. Maintenant, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là, l'analyse des messages dans Q6OPR. Avec la commande que j'ai montrée, on ne fait que dire il y a des messages en attente de réponse.
va regarder. C'est pour tel travail, va regarder. On peut aussi faire des analyses beaucoup plus fines et faire des actions. Réagir. Faire une réponse automatique, par exemple. Et ça, c'est dans ce module, il faut que je change le texte, c'est le module scénario. Le module scénario, c'est une deuxième partie du produit. Donc, la première partie, c'est la base, en fait, hein, c'est la raison de l'acte de naissance de Control 4i. Ça a été ajouté après, mais c'est très utilisé et très plébiscité. L'idée, c'est d'aller analyser ce qui se passe dans n'importe quel message. On va créer pour ça des scénarios. Et chaque scénario aura un type. On va aller lire des messages d'une file d'attente de messages. C'est Q6OPR là, mais voilà, là, il y en a d'autres. Hein. Ça peut être n'importe quelle file d'attente de messages. Oui. Ou des messages de PRMS, ou de l'historique système. Et même de l'historique d'un travail actif, pour l'instant. Donc un travail qui tourne tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Mais on sait que dedans, il y a un message qui vient emmerder le monde une fois de temps en temps. On peut l'intercepter. Et on est en train de développer sur l'analyse des job logs, spool job logs, une fois que le travail est terminé. Donc, je définis ce que je veux aller chercher et je vais, donc là, il n'y a rien dedans, hein, juste le nom de la file d'attente de message, le type et le nom de la file d'attente de message. Et dedans, je vais définir les messages que je veux intercepter. Et dans ce cas-là, j'ai tous ces messages-là, donc message ID, je vais générer des alertes critiques ou warning. Je définis que pour ce message-là, voilà, le message ID est là, ça va me générer une alerte critique. Et ça va me générer une alerte critique seulement si dans le texte du message, il y a le mot article. Alors c'est un message qui dit il n'y a plus de place il n'y a pas assez de place dans tel fichier. Bah, le tel, si c'est article, je vais générer une alerte critique. Si c'est autre chose, ça ne correspond pas. Et donc là, on a des critères, le texte, la provenance, le nom du travail, l'utilisateur qui l'a généré. Donc on a plusieurs critères là-dessus. On peut mettre des noms génériques. Et puis, il y a deux valeurs spéciales. INQ pour tous les messages qui attendent une réponse, quel que soit l'ID message, le message ID, et tous les messages. Et si je mets tous les messages, je peux aussi tous les messages qui contiennent un texte particulier, hein, ça pourrait, notamment quand il n'y a pas de message ID, que c'est des trucs spécifiques envoyés par un applicatif. Ou bien, là, c'est tous les messages de gravité supérieure ou égale à 40. Donc là, tous les messages que je ne connais pas, mais qui sont graves. Quand on met des trucs comme ça génériques, on risque vite d'être pollué. Alors, si c'est une file d'attente spécifique qui n'est pas Q6OPR, file d'attente de sauvegarde qu'on a créé, des programmes de sauvegarde, on voit des messages dedans, c'est facile, on connaît tous les messages qui sont dedans, on ne sera pas pollué. Par contre, à Q6OPR, on peut vite être pollué. Qu'avec ça, on peut dire, je vais prendre tous les messages de gravité supérieure ou égale à 40, sauf des messages que je connais déjà. Et ceux-là, je les connais. Ils sont de gravité supérieure à 40, mais je m'en fous. Je ne veux pas les voir. Donc, on peut bâtir comme ça un vrai scénario dans lequel on va dire je veux avoir une alerte. On peut très bien faire un truc en disant un premier scénario, parce que je vous rappelle qu'on peut en créer plusieurs, un premier scénario qui va chercher dans Q6OPR et qui dit je veux regarder ce message-là, ce message-là, ce message-là, parce qu'il correspond à un truc particulier, à une application qui a ce problème-là que je sais gérer et pour lesquels je veux soit faire des actions automatiques, soit avoir des alertes. Un deuxième scénario qui est plus générique, un problème, dans lequel je vais mettre tous les messages de gravité supérieure à 40. Et petit à petit, je vais découvrir que le message IP sur SNA n'a pas démarré lors de l'IPL, c'est de gravité 70. Fou. Je vais l'ajouter. Donc là, je vais avoir une grosse liste de messages. Et il y a des outils, enfin, il y a des fonctions là-dedans qui permettent de l'alimenter sans se poser trop de questions. Hein, ce n'est pas tout à taper à la main. Et donc, tous les messages qu'on connaît, qu'on a déjà vus, on les omet. Et le jour où il y a un vrai message de gravité 70 ou 80 qu'on ne connaissait pas, pour lequel on veut avoir l'information, ben on l'aura. Le résultat dans les outils de monitoring, c'est ici. C'est un CT check. Et si je vais regarder mon application favorite, Sales App,
Ah. Là, vous voyez que j'ai très bien préparé ma démo, puisqu'il y a, il y a très peu d'erreurs. Et donc là, c'est le message que j'aurai dans Centréon, dans l'outil de monitoring. Et d'ailleurs, je l'ai, puisqu'elle doit être là. Voilà, Sales App 171, message critique. Donc, j'ai bien mes erreurs. J'ai exactement ce message-là. Maintenant, c'est bien, je sais, j'ai une alerte dans Centréon, dans l'outil de monitoring. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Mais la première chose, c'est si je voulais une alerte, je dois aller faire quelque chose, donc je dois le faire. Et ensuite, je peux aller regarder plus de détails. Dans Q6OPR, ça pourrait être supprimé. Donc, on va pouvoir aller regarder dans Q6OPR, mais on va pouvoir venir là et voir tous les détails. Puisque là, bon, il y a n'importe quoi comme message, hein, mais on a le détail complet du message, et là, il n'est pas supprimé. Par contre, on voit qu'il y a des messages critiques et des messages warning. On va dire, normalement, il doit y en avoir un ou deux, pas plus, sinon c'est plus de surveillance, hein, c'est la gourmandise. Donc, en mettant l'option 6, je les valide. L'historique est toujours là, mais ça n'est plus une erreur. Donc là, sur Centréon, dans quelques instants, j'aurai 168 messages. Okay, mais je peux toujours les regarder. Quand il y en a beaucoup, je peux faire un F23 et les supprimer tous. Enfin, les supprimer, les valider tous. Ça reste du manuel. Quand on a des scénarios qui sont bien construits, je peux les valider automatiquement. Il y a une commande. Et je peux dire, bah, c'est bon, j'ai traité tous ces messages-là. Je peux mettre pour le nom du scénario et un nom d'idée message, les supprimer en masse. D'accord? Donc, on peut faire de la programmation, on peut faire de l'automatisation qui soit plutôt sympa. Et on a des clients qui ont fait des trucs chez nous. Maintenant, je vous ai parlé d'actions automatiques. C'est quoi les actions? Alors, je vais les valider toutes. Là. Voilà. Donc là, si je reviens ici, c'est validé. Et dans l'outil de monitoring, ça passera en vert. Mais là, ça reste avoir une alerte et devoir intervenir et puis valider le message. On peut faire des trucs automatiques. Vous avez remarqué qu'il y a cette colonne, nombre d'actions automatiques. Et là, j'ai 4 actions automatiques pour celui-là. Quelles sont les actions? Donc ça, c'est un message qui dit le fichier est plein, est-ce qu'on veut ajouter des... Il attend une réponse. Et ben, mon action, ça va être les 6 premières fois qu'on a ce message-là, 6 premières fois provenant d'un travail particulier, donc pour chaque travail, on va faire une réponse automatique. Et la réponse automatique, ce sera 1. De l'occurrence 1 à 6, je fais une réponse. De 1 à 6, c'est très bien. Quand il y a une action automatique, il n'y a pas d'alerte. Il y a quelque chose qui a été fait, il y a une trace, il y a un message dans le display alerte, mais il n'y a pas d'alerte, donc ça n'a pas d'effet sur l'outil de monitoring. Je me dis, au bout de 5 fois, c'est quand même gonflé, donc je vais faire ma réponse automatique et je vais générer une alerte critique ou une alerte warning. On fait les deux choses en même temps. Et puis, la 7e fois, ben, je vais répondre c'est quoi, hein, là, on arrête le travail, ça va trop loin. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. On marquerait qu'il peut y avoir Nomax. Si le message, c'est monter le papier Tartampion, alors qu'on s'en fout, et qu'il faut toujours répondre la même chose, bah, vous mettez Nomax. Hein, ad vitam aeternam, pour cette imprimante-là, on répondra toujours retry. Et ça marchera jusqu'à ce que quelqu'un ait changé le papier, mais au moins, il n'y a pas à réintervenir sur l'imprimante. Ou pour réinitialiser un mot de passe, ou pour réactiver un profil, ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'action? On peut faire une réponse automatique, on peut appeler une commande système, c'est plus rare, ou on peut faire un truc très spécifique, appeler un programme, et là, vous écrivez votre propre programme qui fait ce qu'il veut. Sur des messages qui attendent une réponse, c'est rare. Sur un message que vous avez identifié, que vous connaissez, et pour lequel vous connaissez la réponse et qu'elle peut être faite par programme de manière automatique, vous faites ce programme-là, et ça marche tout seul. Et on fournit un exemple de programme. L'exemple qu'on fournit, c'est un programme qui réinitialise, vous savez, dans les profils, quand on accède au net server,
assez régulièrement, le net server se vautre et le profil se retrouve désactivé. On fournit comme exemple un programme qui réactive automatiquement le profil en question. L'idée, c'est de le réactiver automatiquement et de mettre une alerte warning. Si c'est un profil costaud, mettre une alerte critique à chaque fois, mais au moins il est réactivé. Et si c'est un profil des 30 personnes dans l'usine qui se connectent tous avec le même profil, mettez une alerte au bout de la 30e fois et vous faites un tour dans l'usine en les engueulant un grand coup, mais par exemple. Voilà, on peut faire des alertes warning critiques, on peut faire un reset, c'est-à-dire qu'on reprend le compteur ici à 0. On peut faire de la validation automatique. Alors, validation automatique, exemple, et c'est pour ça qu'on l'a fait, un onduleur, panne de courant, un message qui arrive, un panne de courant 01 qui dit il y a une panne de courant. OK, il y a une alerte critique, vous êtes prévenu dans Centréon. En même temps, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de Centréon. Bon. Enfin si, normalement c'est ondulé. En tout cas, vous êtes prévenu que c'est passé sur l'onduleur. Et 10 minutes après, le courant revient. Il y a un deuxième message, un panne de courant 02, qui dit le courant est revenu. Et bien, vous créez une alerte là-dedans. Le message panne de courant 02, on va valider tous les messages panne de courant 01. Il y avait l'alerte, il n'y a plus. Ça enlève, ça valide, donc ça défait l'alerte pour ce message-là de manière entièrement automatique. C'est une idée, voilà comment vous pourriez l'utiliser dans vos applications. OK? Voilà, et puis on continue à ajouter des façons de faire avec des choix multiples, avec des et des ou, avec plein de trucs. On est en train de travailler dessus. Alors, j'avais une deuxième question, en fait. Vas-y. Je la pose peut-être trop tôt, parce que tu vas en parler après. Mais là, tu nous as montré. Je posais de finir. Tu nous as montré la partie Centréon ou l'équivalent Zabbix, ou d'autres outils. Mais est-ce que Control4eye, en fait, a ce type d'interface? Si le client il a que de l'IBMI, il n'a pas ça, il n'a pas cette interface. Il a tout le module de contrôle, mais il n'y a pas la partie affichage. Non, d'accord. J'ai toujours refusé de le faire. Non, mais pour moi, le but n'est pas de vendre un énième produit spécifique IBMI qui ne marche que là-dessus. Et il y en a plein. Ouais. C'est vraiment d'intégrer l'IBMI dans le monitoring global de l'entreprise. Et quelqu'un qui n'a pas d'outil de monitoring et qui dit qu'il n'a que de la S400, ils sont encore sur un Power 2 ou voire sur les anciens processeurs. Non, je ne connais pas, effectivement. Non, mais je me suis dit, je pose peut-être la question trop tôt. Non, c'est une excellente question et on nous la pose de temps en temps. Mais non, il n'y en aura pas. D'accord. Le but, c'est intégrer l'IBMI dans le reste de ce qui se fait dans l'entreprise. Okay. Si le but, c'est de le faire tout seul, il y a d'autres produits qui le font et qui sont bloqués dans l'IBMI. Je ne les critique pas, hein, ça marche, c'est bien, hein, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Il y a un troisième morceau, et je vais vous montrer juste dans le PowerPoint si je le retrouve. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul écran. Alors, le module de la connexion entre le produit de monitoring et l'agent, il y a deux plugins en fait. Il y a 4 plugins. Il y a 2 plugins cryptés et 2 plugins non cryptés. Et à chaque fois pour Linux et pour Windows. Et ils font tous exactement la même chose. Voilà. Et on peut crypter, il y a un paramétrage, il y a tout un tas de paramètres. Et on peut indiquer qu'on veut que ce soit crypté. Module scénario, je viens de vous en parler, donc c'est une option facturable. Un détail. Donc ça, je viens de vous en parler, on a fait pas mal de trucs là-dessus. Le module rapport. Les rapports, c'est un tout nouveau, ça. Le but, c'est d'aller chercher un certain nombre d'informations sur le système et d'en faire un rapport quotidien. Donc, il y a plein de paramètres. Oh, je vais passer en mode démo. Il y a plein de paramètres. Les paramètres sont là. Et quand on... le truc qui est venu se coincer là. Donc, il y a plein de paramètres dans lesquels on va choisir ce qu'on veut mettre dans ce rapport.
Par exemple, là, les sauvegardes, eh bien, voilà là, le groupe de contrôle day qui tourne de manière journalière et tous les jours à 2 heures du matin, sauf le dimanche. Et il doit durer 3 heures maximum. Et donc, on indique ici tout ce qui contient l'exploitation de la machine, tout ce qui est normal, tout ce qu'on s'attend à trouver. Donc là, il y a ça, il y a l'espace disque. L'espace disque, c'est pareil, on va indiquer la liste des IASP ou des ASP en disant pour l'ASP1, la limite, c'est 80%. Donc, on met tous les paramètres qu'on veut là-dedans, sur les job queues, sur Mimix. C'est la première version, donc on a plein de trucs à ajouter. Sur les scénarios qu'on vient de voir, vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'il y avait, quand on est dans la définition des scénarios, il y a étoile alerte, étoile report. Donc, étoile alerte, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Étoile report, ici, ça veut dire que le étoile account, il fait partie, il y a le paramètre étoile report. Et celui-là, il est en rouge parce qu'il est désactivé. Il n'est pas actif, donc il ne va jamais donner de report. Voilà, donc là, on définit tout ce qu'on veut voir et toutes les limites qu'on veut voir. Ensuite, il y a une collecte. Et cette collecte, après je vais lancer, c'est pas grave. Cette collecte, elle va chercher toutes les informations justement qu'on va rechercher. Normalement, on soumet ça en automatique une fois à minuit tous les jours ou à la passation d'un jour à l'autre. Et quand c'est terminé, ça va générer. Il y a une autre commande qui est ACT report qui va générer le rapport. Et le rapport, il sera généré en HTML. Et là, je ne veux pas le générer. Je vais venir ici. Il sera généré dans l'IFS, dans CTL4i, report. Et là, si je vais voir le dernier modifié, c'était aujourd'hui à 6 heures du matin. Aujourd'hui à 6 heures du matin, ça me donne ça. Donc, la société, c'est celle-là. Ça doit être mon collègue allemand qui a fait le dernier test. On a quelques informations ici. Et puis, voilà les différents domaines sur lesquels on a mis des paramètres et on a dit « je veux le voir dans le rapport ». Puis, il y a du « OK, warning » ou « critique ». Ça, c'est le tableau de bord. Et ensuite, il y a le détail avec l'espace disque, enfin, tous les trucs. C'est la première version. On attend les retours des premiers clients pour savoir comment on le change, qu'est-ce qu'on ajoute et qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est bien. Quelque chose, ça donne déjà une idée. C'est bien. Ça donne une idée de l'état de santé à un instant T, ça peut être quotidien. Hein. Un contrôle visuel rapide de ce qui Je connais pour qui ça leur ferait du bien d'avoir un truc comme ça. Vas-y, tu les contactes. C'est bon. Je sais pas ce que je veux. Bon. J'imagine aisément que dans les outils comme Centréon et tout, il y a le même genre de choses, mais qui est une vue plus globale. Il y a un système d'information qui est supervisé. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, des tas de graphes possibles, des tas de regroupements, etc. Ouais. À condition d'avoir généré le contrôle qui allait avec. Imagine. Ce qui a été contrôlé, on peut en voir le résultat. D'accord. Là, on peut aller chercher, et le but, c'est d'aller chercher des informations pour lesquelles on n'a pas forcément de contrôle à la base. Il y a des choses dedans qui ne sont pas dans la catégorie contrôle et qu'on a ajoutées. C'est vraiment parallèle. Et oui, dans les outils de surveillance, il y a la possibilité de faire des contrôles, mais c'est un peu parallèle. Et le but, c'est d'en faire quelque chose de très différent, de ce qu'on trouve dans les outils de monitoring. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la bonne forme, mais on y travaille. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, je vais déposer la présentation. Je crois qu'il y a un endroit où on le met sur le chat, là, donc il y aura. Et si vous êtes intéressé, je peux vous donner une carte de visite déjà. Sinon, vous aurez les coordonnées de tous nos contacts. Je vais vous en donner une tout de suite. Si vous préférez parler, alors Amal Juvin se trouve là. Donc, si vous voulez discuter avec elle, elle est là aujourd'hui et demain.
Et sinon, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail et je vous mettrai en contact avec Vaut mieux qu'on appelle. Amal. C'est la commerciale France et Europe. Sinon, vous m'envoyez un mail et je transférerai. Bien, écrit. Je veux bien. Vous le gardez. Merci. Donc, si c'est Amal, votre contact principal, elle est responsable, elle est française et elle est responsable pour toute l'Europe, sauf pour l'Allemagne. Si vous voulez parler allemand, vous pouvez contacter Karl, Andréou pour l'espagnol, l'autre Amal pour les États-Unis, Il me reste- c'est- Bruno pour le reste du monde. Bon, ça a bien marché. Oui, super. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de salon. Et si vous avez des questions, je suis là, je traîne pendant 2 jours, là, donc